Euh, Eugénie Bastier, vous qui avez des jeunes enfants, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Efficace sans doute, mais est-ce que c'est sur le long terme une bonne chose? Non, je crois pas. Il faudrait s'entendre sur le mot efficace. Voilà, c'est ça. Si effectivement taper sur un enfant, si vous voulez effectivement régler, ça me paraît pas. Voilà, moi, je pense que les mentalités ont profondément changé sur ce sujet et je fais partie des gens qui pensent que c'est une bonne chose, même s'il peut arriver effectivement en tant que parent parfois de s'emporter. Et... On rappelle que vous avez trois enfants et 3 garçons. Oui. Et il faut bien comprendre que 3 garçons, c'est pas 3 filles. Voilà. Entre 0 et 10 ans. Parfois, il faut les séparer. Les gens ne se rendent pas compte, si ils se rendent compte d'ailleurs. Mais alors moi, je prône la solution de Caroline Goldman, oui. Vous savez, la fille de Jean-Jacques Goldman. Oui. Il y a une solution qui s'appelle le time out. Elle dit qu'il faut il faut surtout pas taper les enfants, mais vous les prenez et vous les isolez dans leur chambre. Bien sûr. Nombre de minutes correspondant au nombre d'âge, par exemple 3 ans, 3 minutes, 4 ans, 4 minutes. Et ça marche super bien. C'est-à-dire vous prenez l'enfant, vous le mettez dans sa chambre, vous lui dites tu ne bouges pas pendant 4 minutes. À chaque fois qu'il hausse le ton, qu'il répond, qu'il y a un acte violent. Et à force, ça crée une discipline. Mais c'est pas violent. C'est le carton rouge. Le carton rouge, tu c'est sors. pas violent. On rappelle l'âge qu'ont vos enfants? 5 ans et demi, 3 ans et demi et 7 mois. Bon, et entre 5 ans et demi et 3 ans et demi, ça peut se battre? Énormément. Énormément. À 7 h du matin, là, ils étaient déguisés en militaires. Ils jouaient à la Première Guerre mondiale dans la maison. Donc, il faut parfois les séparer, oui. C'est formidable. Donc. Je suis le pape, moi. J'appelle à la paix dans la maison. Et qui a l'autorité chez vous? C'est vous, c'est votre mari, c'est les deux. Voilà. Après, je pense que parfois le père est plus efficace pour dire stop à un certain moment, mais en tout cas, l'autorité du père est précieuse. Et je pense que c'est pas exactement le même rôle, forcément, interchangeable. Bon, je vous envie d'avoir des enfants jeunes, parce que c'est un moment... Mais 5 ans et demi, 3 ans et demi qui se battent, c'est... Ouais. Bon, j'ajoute une information qui ne m'a pas fait sourire, mais qui est tellement étonnante. La gare de Lyon sera totalement fermée au trafic ferroviaire, totalement fermée, du jeudi 30 avril à 20h30 au dimanche 3 mai. Alors, ça tombe bien parce que c'est pas du tout pendant les vacances de Pâques. Pendant le pont du 1er. Et c'est pas du tout pendant le pont du 1er mai non plus. Donc, j'ai vu cette petite information. Donc, là encore, je connais pas le sujet. Bien sûr, j'imagine que les gens qui ont pris cette décision ont réfléchi à d'autres dates. Mais t'es en pleine vacances de Pâques. T'es en plein week-end du 1er mai, vous connaissiez sans doute cette info puisque vous êtes de là-bas. Oui, oui. Bon, je suis très embêté d'ailleurs ce week-end-là pour rentrer chez moi. Bah oui. Oui, mais vous avez... Qu'est-ce qu'il fait alors? Elle est totalement fermée. Je vais louer une voiture. Il n'y a plus de liaison ferroviaire entre Paris et Lyon? Mais vous entendez ce que je vous dis? La gare de Lyon sera totalement fermée au trafic ferroviaire du jeudi 30 avril à 20h30 au dimanche 3 mai. Et comment on fait pour aller à Lyon? De toute façon, mais non, mais... C'est le sketch de la Falaise. Exactement. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah bon? Effectivement, vous prenez l'avion à Satolas. Moi, je suis assez frappée par une forme de tiers-mondisation du pays. C'est-à-dire que rien ne marche. Tout est cassé, tout est en travaux. Vous savez, il y a un fameux tapis roulant à Châtelet qui fait 200 mètres de long, qui permet aux gens d'aller plus vite le matin. Il y a des dizaines de milliers de passagers tous les jours, qui est cassé. Jusqu'en septembre, il ne sera pas réparé parce qu'on n'a pas fait les bonnes commandes de maintenance. Il manque des pièces. Le fournisseur a fait faillite. Enfin, on a l'impression d'être dans un pays vraiment qui s'affaisse en termes de maintenance. Oui. Enfin, franchement, comprenez le RER. Cette information, une fois sur deux, ça marche pas. Elle a été repérée par tout le monde. Il y a 2 jours, nous avons ouvert l'émission là-dessus. Elle avait eu le plus de vues sur Le Parisien. Il y avait 2 millions de gens qui l'avaient vue. Et effectivement, elle vient percuter ce que dit Emmanuel Macron hier. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un président qui dit philosophie Notre-Dame, et de l'autre, vous avez des gens au Châtelet qui sont des gens de tous les jours, si j'ose dire, qui pour travailler voient un tapis roulant. Alors, ils ne vont pas en mourir non plus. 180 mètres, ils peuvent marcher 160 mètres. On ne va pas se raconter de salade. Oui, mais ça permet de cesser le flux. Mais quand tu vas dans d'autres pays émergents, et notamment tu vas au Qatar, tu vas à Abu Dhabi, etc., mais tu te dis, mais sans parler des pays asiatiques, la Chine. Oui, etc., mais tu te dis, et c'est ça le reproche que tu peux faire à un président de la République, c'est-à-dire le modèle social, c'est bien, mais l'argent que tu mets dans le social, tu ne le mets pas dans les investissements. C'est la philosophie Sagrada Familia, on est en travaux éternellement. Voilà, et alors je ne vous parle pas... C'est pas Notre-Dame, oui, c'est Sagrada Familia. Je ne vous parle pas de Paris, mais c'est ça, vous avez parfaitement raison de parler de ça, parce que le diable est dans les détails, et comme chacun sait, le détail n'existe pas. Non, mais moi j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas un endroit...
qui fonctionne de façon fluide enfin tout est en travaux, tout est cassé. Non, mais sur la gare de Lyon, c'est différent. C'est une modernisation qui était nécessaire. Oui. Elle avait vieilli, elle était sale. Donc c'est une modernisation très importante qui était attendue, qui a lieu aussi à la gare de l'Est, à la gare du Nord. C'est très bien. Vous êtes allé gare du Nord ? Sérieusement, vous êtes allé gare ? Oui, chaque fois que je l'ai à Bruxelles, oui, bien sûr. Non, mais là, vous êtes allé gare du Nord récemment ? Récemment, non. Mais c'est effrayant. Quand je dis c'est effrayant, on est au-delà. Donc Emmanuel Macron, hier, on a envie de lui dire, mais allez à la gare du Nord. C'est ça qui est effrayant dans le pays. Alors après, on peut dire, on ne peut plus rien faire, ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Non, je n'ai pas André, dit que c'était compliqué. C'est compliqué, oui. Très compliqué. Si c'était simple, on n'aurait pas besoin de gouvernants. Voilà, évidemment. Mais il faut, effectivement, ce que dit ce sentiment que rien ne marche vraiment est assez désagréable. On a la CGT qui nous dit qu'on ne doit pas travailler le 1er mai, alors que, effectivement, si on fait travailler les gens le 1er mai, c'est aussi plus de croissance, c'est aussi plus de cotisations sociales, ça permet de financer aussi notre modèle. Enfin, on a l'impression qu'on veut vivre dans une espèce d'utopie sans effort, où finalement il n'y aurait que du plaisir, et finalement on voit ce que ça donne. Ça me donne un délitement. Emmanuel Macron, hier, il était à Villers-Cotterêts, il était... à l'heure du déjeuner à Villers-Cotterêts et avec les maires le soir. Il a parlé, alors là aussi il a dit des choses très justes sur la déconnexion. Il s'est adressé aux jeunes, il était donc en déplacement à la Cité internationale de la langue française pour rencontrer des élèves et les sensibiliser à l'explosion du temps d'écran. Et effectivement, il prône la déconnexion. Il est déconnecté, donc c'est sûr. Oui. Villers-Cotterêts, c'était l'édit de Villers-Cotterêts. Oui, l'ordonnance. C'était en fait la naissance de la langue française. 1539, François Ier. Bien sûr. Et qui a fait une rénovation très chère, d'ailleurs. Attends, on a le ministre de la francophonie hier qui nous l'a rappelé. Écoutez le président de la République sur la déconnexion. On voudrait qu'il y ait une fois par mois une journée sans connexion pour se réhabituer et se montrer que c'est possible. Journée durant laquelle, justement, on va lire, échanger, écrire, faire de la bande dessinée, faire du théâtre, passer du temps avec les autres. Parce que c'est très important, parce que c'est justement ça qui permet de refixer son attention. Il a raison, je ne sais pas si c'est à lui de le dire, mais en tout cas, il a raison. La lecture à haute voix, Emmanuel Macron. Ça, c'est bien. Je voudrais que toutes les semaines, on retrouve ce rite à l'école, et ce seront vos enseignants qui vont le trouver, de lire moins une demi-heure, 1 heure, et d'essayer de le faire à voix haute. Parce que la lecture à voix haute, c'est un exercice formidable qui permet de prendre confiance en soi, et évidemment le théâtre encore plus, de s'assurer qu'on comprend un texte. Ce que je dis souvent, quand on lit un texte pour soi-même, parfois on passe, on oublie, on est fatigué. Dès qu'on lit à voix haute un texte, on comprend très vite si on comprend les mots ou pas. Ça s'entend au ton. Lire à voix haute pour les autres, c'est super. L'exercice qu'il aura préféré, c'est parler quand on écoute. Il est partout. Vraiment, ça, il va être malheureux quand ça va s'arrêter, parce qu'il aura adoré ça. Moi, cela dit, mais il a raison. Sur le fond, il a raison. Vous savez que là, dans les pays du nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, ils sont en train de revenir, de chasser les écrans de toutes les écoles, de revenir aux livres papier, parce qu'ils avaient mis des tablettes numériques. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un effondrement, parce que les pays du Nord étaient très bons en éducation, meilleurs que nous. Ils ont mis des tablettes à tous les enfants dans les écoles, ils se sont rendus compte que ça s'était effondré, et maintenant ils reviennent au papier. C'est sans doute plus facile au Danemark, parce qu'il y a 10 millions, il n'y en a pas 10 millions d'ailleurs, que chez nous. Je pense que le nombre et notre population fait que c'est sans doute plus difficile pour être tout à fait objectif. Oui, mais là aussi, il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité. C'est compliqué, que c'est trop difficile, machin. Vous avez raison. Je pense que c'est intéressant parce qu'il s'est passé sur les écrans, sur le numérique, exactement ce qui s'est passé sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un virage de l'opinion à 180 degrés. Tout le monde était pour la fermeture du nucléaire, enfin, sauf certains qui avaient gardé le cap. Il y a 10 ans, ou 15 ans, je me souviens, on était un des rares au Figaro à dire attention, le numérique à l'école, c'est un danger, ça va abrutir les jeunes, etc. On nous traitait de réac, de ringard. Najat Vallaud-Belkacem avait lancé un plan numérique pour l'école. Aujourd'hui, on revient vraiment à 180 degrés. Donc c'est amusant de voir que sur certains sujets, l'opinion peut changer. Oui, mais là, pour ces jeunes, je trouve que c'est formidable d'écouter aussi le président parler de la lecture à haute voix. C'est-à-dire que ça va être un souvenir pour eux à vie, ça. Et je pense que c'est justement, moi j'adore écouter le président de la République lorsqu'il parle de culture. Je trouve qu'il est exceptionnel dans ce domaine-là, vraiment. Mais en général, quand il parle, assez efficace, assez performatif, comme on dit. C'est pas le sujet. Oui. Le sujet, c'est Forcheur. Il y a un jeune qui lui a dit hier. Alors, il est à côté de Madame Pégard qui
très proche du couple présidentiel et elle est ministre de la Culture désormais. Elle s'est bien occupée d'eux quand elle était au château de Versailles. Elle les recevait avec les égards dus à leur rang sans doute. Et la présidence de la République a su remercier Mme Pégard en lui donnant ce ministre de la Culture qu'elle convoitait. Écoutons le président de la République et Mme Pégard à côté qui sourit aux bons mots, bien sûr, du président. Dans quel genre de langue vous lisez les livres ? Je les lis plus en français. Je suis capable de les lire en anglais. Bon, c'est une séquence sympathique, il s'en souviendra aussi, ce gosse. Voilà, et puis c'est merveilleux. Bon, dans l'actualité, et la loi Yadan, face au sort incertain de la proposition de la loi Yadan sur l'antisémitisme, les députés macronistes ont retiré jeudi le texte très contesté après avoir obtenu l'engagement qu'un projet de loi gouvernemental sera présenté fin juin. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai entendu notamment la position d'Éric Zemmour que j'ai lu hier, que je trouve vraiment sur ce sujet excellente. Moi, je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec Zemmour ? Ouais. Oui, je pense que il dit « J'ai suivi avec intérêt les débats enflammés autour de cette proposition de loi, les arguments échangés, la passion, les invectives, les insultes, tout a sonné faux, disait-il. Tout sentait le théâtre, la mauvaise pièce jouée par de mauvais acteurs. Cette proposition de loi, comme toutes ses éventuelles variantes, ne réglera absolument pas les maux qu'elle veut combattre. Elle pourra même se retourner un jour contre les intentions de ses auteurs, car comme disait Giraudoux, le droit est le royaume de l'imagination. En revanche, elle ajouterait une pierre de plus à l'étouffement du débat démocratique. La démocratie, c'est la confrontation libre des idées arbitrées par le peuple. Ce n'est pas le procès des pensées et des mots mis à l'index par une censure politique et condamnés par une justice idéologique. Ça, c'est le modèle indépassable des régimes communistes. Les idées peuvent choquer, scandaliser, blesser même, mais ce qui choque, scandalise, blesse les uns ne sera pas ce qui choquera, scandalisera, blessera les autres. La seule limite est la diffamation qui protège les personnes. C'est la liberté d'expression. Je suis absolument d'accord avec Éric Zemmour et je pense que cette loi était une mauvaise solution à un vrai problème. La liberté d'expression en France est déjà très encadrée, trop encadrée. Il y a une judiciarisation de la liberté d'expression qui, selon moi, est inquiétante. Là, on rajoutait une couche supplémentaire de normativité, effectivement, avec il y avait quoi dans cette loi ? L'impossibilité de critiquer Israël ? Non, alors ça a changé. La destruction d'un État qui est appelé à la destruction, par exemple, ça veut dire que, notamment aussi l'État palestinien, enfin, ça veut dire que c'est de toute façon, peu importe. Même celui qui arrivait sur un plateau, qui disait il faut détruire Israël, il n'avait pas le droit de le dire. Par exemple, de la rivière à la mer. Voilà. La Palestine de la rivière à la mer, par définition, ça veut dire l'effacement d'Israël. Ouais. Mais c'est un vrai débat de fond. Moi, je ne suis pas pour la judiciarisation du débat. Je ne suis pas pour la... Et je pense que ça peut se retourner effectivement contre ceux mêmes qui ont initié cette loi. Les États-Unis sont très différents là-dessus. Bien sûr. Et je veux dire juste une chose, parce que nous, en France, on a fait de nombreuses lois qui pénalisent l'antisémitisme. On a combattu Soral. Il y a les lois Guesso, etc. Je veux dire, d'où les Juifs partent en masse ? Est-ce que c'est de la France ou c'est des États-Unis ? Les États-Unis, la liberté d'expression est totale. Non, c'est de la France qui partent en masse pour Israël, qui font leur alia. Donc c'est bien que le problème, c'est pas la liberté d'expression. Le problème, c'est peut-être aussi qu'on fait venir sur notre territoire des dizaines de milliers de personnes qui viennent de cultures où l'antisémitisme, qui ont une rancune envers Israël. Et c'est ça le problème, le vrai fond du problème. Donc là, c'est une loi qui tombe complètement à côté. Alors je modère ce que vous dites en disant qu'effectivement, on ne peut pas généraliser, bien sûr, par rapport à ces populations que vous dites venir sur le sol de France et qui ont une culture. Voilà. Qui ont une... Je suis devenu le modérateur. Dans toute cette séquence, je suis vraiment assez accablée. On a vu depuis le 7 octobre ce déferlement de haine contre le juif, etc. Cette loi a été travaillée avec des avocats, notamment de l'OJE, avec notamment Muriel Wakin-Belki, qui connaît cette haine du juif devant les tribunaux. On sait ce que c'est que la 17e chambre et on sait ce que c'est que la correctionnelle et le pénal. Le problème avec cette proposition de loi Yadan, c'est qu'on n'a jamais parlé des victimes, de ces victimes qui vont devant les tribunaux. Moi, j'y suis allée devant les tribunaux. Je suis en procès contre Dieudonné, ça fait 6 ans. Il m'a traité parce qu'il a dit que je finirais pauvre négresse jusqu'à la fin de l'histoire. J'y suis depuis 7 ans. Oui, mais ça, donc justement, déjà puni par la loi. Non, ça fait c'est puni par la loi, mais ça fait 7 ans que je suis devant la chambre qui gère la liberté d'expression. Si on veut lutter contre l'antisémitisme, on doit modifier le code
pénal. On doit modifier, non, et pas simplement pas pour des histoires de liberté d'expression, simplement, il y a des paroles qui génèrent des actes. Le viol de Courbevoie, de cet enfant de Courbevoie, ça a été parce qu'il y a eu ce déferlement de haine, la propagande du Hamas qui est arrivée jusqu'à chez nous. Donc, moi, mon problème, c'est qu'on n'a jamais parlé des victimes. Et cette loi était très mauvaise parce que finalement, effectivement, elle allait se retourner contre les victimes. C'est un sujet. Vous voulez qu'on écoute Caroline Yadan ? Par principe, oui. Écoutons Caroline Yadan. Donc, le groupe des députés macronistes a décidé de retirer la proposition de la loi Yadan. Le texte déposé visait à lutter donc contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Ce qui est difficile, c'est le projet de loi dans sa version initiale. La loi a largement évolué. Elle est d'abord passée sous les fourches du Conseil d'État avant d'être réécrite par la Macronie, est atterrée à l'Assemblée nationale. Le texte, on l'a dit, il est très controversé. Ce ne sera pas la même. Bon. Ça a été perçu quand même comme une victoire pour LFI. Dans la même semaine, ils ont eu le recul sur le premier mai. Ça fait Jean-Luc Mélenchon a dit la loi Yadan est retirée de l'ordre du jour de l'Assemblée. Bon débarras. Les apologistes du génocide ont échoué. Ouais. Les amis de Netanyahou sont ridiculisés. Bravo à la résistance parlementaire. Oui, mais attention à ne pas... Moi, je pense qu'il y a un travers aujourd'hui, c'est effectivement de s'aligner sur les ennemis idéologiques. C'est-à-dire que c'est pas parce que Mélenchon est contre quelque chose qu'il faut bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Mélenchon, sinon on devient stupide, je veux dire. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur la liberté. L'idée de Mélenchon et des pétitionnaires, effectivement. Mais je pense qu'il faut quand même aussi réussir à penser par soi-même et ne pas dire parce que Mélenchon est contre, on va être contre. Vous avez parfaitement raison. Donc écoutons Caroline Yadan qui... Mais juste avoir une loi Yadan et une jurisprudence qui soit complètement à reculons de la lutte contre l'antisémitisme, c'est contre-productif. Mais Zemmour a été condamné pour des analyses, non, je trouve ça scandaleux. Des opinions politiques qu'il a émises. Il a été relaxé aussi par moment. Comment ? Il a été énormément condamné. Non, moi, je trouve pas très normal qu'en France, Éric Zemmour soit condamné pour avoir dit que Pétain avait sauvé des Juifs. Je suis désolée, je ne suis absolument pas contre. Je pense qu'il a tort. Moi, je rejoins Éric Zemmour. Mais ça ne devrait pas être devant les tribunaux à être jugé. C'est pas possible. Je le rejoins totalement dans ce qu'il dit. Et je me méfie de l'excès de judiciarisation. Non, mais ça, c'est intéressant. Mais les juges eux-mêmes n'aiment pas trop. Non, mais c'est intéressant ce que dit Caroline. Là, on est au cœur d'un vrai débat. Ce que dit Eugénie Bastier, il a tort, selon Eugénie, de le dire, il a tort, mais est-ce que c'est à la justice de le condamner ? Et ça, ce sont des vraies questions. Le juge ne doit pas écrire, pas plus que le législateur, ne doit pas écrire l'histoire. Oui. L'histoire appartient aux historiens. Oui, mais la loi Guesso, vous avez voté les lois Guesso ? Non, je n'aime pas cette loi. Oui, mais je n'aime pas la judiciarisation du débat, sauf la limite prévue par la loi de 1881. Que quelqu'un qui vient sur un plateau de télévision et qui dit les chambres à gaz n'ont pas existé, vous faites quoi ? Oui, ça, c'est pas acceptable. Ah oui, mais c'est condamné aujourd'hui. Oui, mais vous dites c'est pas acceptable. La loi Guesso, elle était arrivée précisément pour lutter contre le révisionnisme et contre Forisson. Je crois que c'était à peu près à la même période. Donc moi, je peux comprendre aussi cette loi. On peut aussi le boycotter, lui dire de pas Forisson qui avait été invité sur l'antenne d'ailleurs de Europe 1 la première fois, c'était Yvan Levaille qui l'avait invité et il avait fait un grand papier dans Le Monde. Je veux dire une chose, Pascal, c'est ça qui est sidérant. Et il était professeur, je crois, à Lyon. Aux États-Unis, Eugénie Bastier. Encore une fois, aux États-Unis, la liberté d'expression est totale. Il y a énormément d'antisémitisme. Elle est totale, comme vraiment, on peut dire ce qu'on dit. Sauf la diffamation et l'appel à la haine et à la violence directe. Mais elle est quand même beaucoup plus large que chez nous. Il y a du négationnisme, il y a de l'antisémitisme débridé, affreux sur les réseaux sociaux, etc. En attendant, je remarque que la population juive aux États-Unis, ce n'est pas elle qui fuit et qui va rejoindre Israël. Ce n'est pas elle qui, dans son quotidien, subit les conséquences de l'antisémitisme. C'est des vrais sujets de discussion. Nous avons beaucoup de lois contre l'antisémitisme. N'empêche que l'antisémitisme n'a jamais été aussi puissant, profond et enraciné en France. Donc je m'interroge sur l'efficacité de ces lois qui répriment la parole plutôt que d'agir concrètement sur les racines profondes. Écoutez Madame Yadan et après nous partirons pour Europe 1 avec notre ami Thomas Hill. On le voit, le rythme des débats fait que mon texte n'aurait jamais pu être examiné d'ici demain soir. Il reste encore 4 textes à examiner. Nous sommes très en retard sur le timing prévu. Et donc, il est évident, et d'ailleurs, ça a été une annonce publique faite par LFI dans tous les médias, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la PPL Yadan, pour que la loi Yadan ne soit pas examinée.
Dans ces conditions, je me réjouis que notre groupe ait pu obtenir de ce que le gouvernement va continuer à porter ce sujet dans le cadre d'un grand projet de loi gouvernementale qui reprendra les dispositions de mon texte, mais qui aura surtout une force encore plus grande pour dire à notre République, pour dire à la France que la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être une lutte de chacun ou uniquement de la communauté juive, mais ça doit être une lutte globale pour que nous puissions demain être porteur d'un message vis-à-vis de notre histoire. Ben voilà un débat intéressant que nous avons eu sur la liberté d'expression. André Valigny, quel est votre avis au fond entre la position d'Eugénie Bastier, moi que j'aime beaucoup évidemment, avec les limites bien sûr, parce que ça veut dire tolérer des choses horribles, et j'en ai cité une tout à l'heure. Ah oui, moi je suis plutôt sur cette position qui était celle de Voltaire quand il disait « Je déteste ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Donc il faut rester voltairien, c'est quand même la spécificité de la culture française. Il y a autre chose dans cette loi qui posait problème. C'est Trévidic, le juge d'instruction, Marc Trévidic, antiterroriste, qui le disait hier sur un plateau. Il y a une notion qui est déjà très floue, c'est celle de terrorisme. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Et cette loi allait accoler à la notion floue de terrorisme l'autre notion très floue de provocation implicite au terrorisme. Provocation implicite. Alors quand on met implicite plus terroriste, ça fait deux notions. Au début, il y avait même les magistrats allaient être très en difficulté. La seule ligne, ce sont les victimes.